Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur le podcast Le Trèfle. Johan pour vous accompagner dans ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment que j'avais pas enregistré, je suis très heureux de vous retrouver. Dans quelques jours, vous retrouverez Hugo, Titouan et Elias pour la traditionnelle preview du premier tour des playoffs. Mais avant cela, sachez qu'avec mes camarades du soir, on enregistre volontairement avant même le début du play-in parce qu'on veut essayer au maximum de ne pas empiéter sur leur terrain et on va vous proposer l'épisode bilan de la saison régulière. Mes camarades du soir, donc, il fait un peu son grand retour avec nous. Il nous a annoncé il y a quelque temps que pour des raisons d'emploi du temps personnel assez chargées, il n'allait pas forcément pouvoir beaucoup se joindre à nous cette année. Vous allez avoir le plaisir de retrouver sa douce voix. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de l'avoir avec nous dans cet épisode. C'est Robin. Comment ça va, mon Robin? Bah écoute, plaisir partagé. Ça va très bien. Je suis très content d'enregistrer ce podcast avec vous deux. Et puis, deuxième membre de la team avec nous ce soir, euh, tel Victor Wembanyama ou Chet Holmgren, il a montré cette saison qu'il n'était pas qu'un rookie, mais qu'il allait falloir compter sur lui pour les années à venir, ou en tout cas pour les, les échéances à venir. Il a su prendre ses responsabilités dans ce podcast. C'est Vincent. Comment ça va, Vincent? Salut les gars, super content d'être là et moi je suis content d'enregistrer avec Robin du coup. C'est la première fois et on fait le bilan. Super. Et ouais, on fait le bilan. Donc, on va faire cette review de la saison régulière. On va essayer de ne pas trop parler des playoffs, même si évidemment on va être amené à se projeter peut-être un petit peu. Et puis, comme je le disais, on enregistre avant de connaître l'adversaire euh, du premier tour. Mais bon, il n'y a pas 36 solutions non plus, hein. Mais en tout cas, voilà, on va essayer vraiment de se concentrer au maximum sur ce qu'on a vu, sur le bilan, et laisser les copains parler de la suite. Alors, pour faire la trame de cet épisode, on s'est un peu basé sur l'épisode qu'on avait fait en début de saison, en fait, l'épisode preview, de manière à ce qu'on puisse, après coup, répondre un petit peu à ce que l'on pensait à ce moment-là. Donc, pour vous faire un petit rappel, et un sommaire en quelque sorte. Dans cet épisode preview, on avait abordé les points suivants. On a beaucoup parlé de l'effectif. On se posait notamment la question de savoir si le départ de Marcus n'allait pas créer un gros manque en termes de ball handling, savoir si Derrick White allait pouvoir garder son rôle de connecteur. On avait évidemment parlé du 5 remodelé, de l'arrivée de Kristaps Porzingis, du fait d'avoir 6 joueurs capables d'être de bons, voire de très bons titulaires en NBA. On se demandait si le banc serait suffisant derrière. On avait mentionné Jaylen Brown et son contrat. On se demandait comment ça allait se passer au niveau du coaching. Bref, on va revenir là-dessus point par point. Et on va commencer par la fin, puisque la dernière question ce jour-là, c'était où se situent les Celtics dans la hiérarchie à l'Est. Je ne l'ai pas encore fait, donc j'en profite pour envoyer une bise aux copains du trèfle, hein, Titouan, Azad, Elias, Hugo et Pierre. Donc je pense à lui là tout de suite parce que je me rappelle qu'à l'enregistrement de l'épisode preview de la saison, il n'était pas serein du tout. Mais bon, en même temps, je ne sais pas si Pierre peut être serein à l'heure actuelle, il ne l'est toujours pas. Dans les faits, je pense qu'on peut dire que les Celtics sont roulés sur l'Est. Les copains, excusez-moi, je parle, je vais vous lancer, hein. Cette saison régulière, qu'est-ce que vous en gardez là comme ça? On a, euh, on a cette espèce de marque un petit peu référence, hein, en NBA,
ce qu'on vise, enfin ce qui en tout cas est perçu vraiment comme une grosse saison, c'est quand tu atteins la barre des 60 victoires. Là, on va pas se mentir, hein, il y a des matchs sur la fin, il y a des matchs qu'on n'a même pas vus. On en avait presque marre en fait. Hein. On a été assuré d'avoir le first seed à l'Est il y a déjà longtemps. L'avantage du terrain jusqu'à d'éventuelles finales NBA, ça a été validé aussi. D'ailleurs, on n'était pas les seuls, hein, je pense, à en avoir marre. Hein. Les joueurs donnaient un peu le sentiment, là, sur certains matchs très récents, que pour eux aussi, ça faisait long. En bref, 64 victoires, 14 victoires d'avance sur le deuxième. La meilleure saison, tout simplement, qu'on ait fait depuis très, très, très longtemps. Une seule série perdue face aux adversaires, 21 séries remportées. C'est vraiment une super saison régulière. Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, ouais, effectivement, le bilan chiffré et en termes de victoire-défaite, il est assez monstrueux. Je vais sortir pas mal de chiffres là, ça va peut-être être un peu pénible, mais pour vraiment illustrer tout ça, en fait, illustrer cette domination de Boston sur cette saison régulière. Boston, cette année, c'était la meilleure défense au rating. La meilleure défense de NBA, même la meilleure attaque de NBA, même la meilleure de l'histoire. C'est le plus gros offensive rating de l'histoire. C'était la deuxième meilleure défense. Et donc, du coup, par conséquent, le meilleur net rating de la ligue de très 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 loin. C'est un des meilleurs net ratings de l'histoire, même pour dire à quel point en fait, cette équipe elle a roulé sur la ligue. Et en fait, ça s'explique avec plein de chiffres. En fait, bon, Boston, on a bien compris qu'en attaque, c'était une équipe qui prenait plus de 3 points avec une énorme efficacité à pas loin de 39%. C'est l'équipe, ça j'ai retenu aussi, qui perdait très très peu de ballons également. Euh, du coup, c'est une équipe qui est hyper efficace au tir. Et à l'opposé, en défense, eh ben, elle rend les attaques adverses beaucoup moins efficaces sur leur tir. Euh, Et du coup, c'est vrai qu'au final, c'est une équipe qui perd pas la bataille des possessions, parce qu'on concède pas trop de rebonds offensifs, pas plus qu'on en prend en tout cas. Nos adversaires perdent très peu la balle, nous aussi on perd très peu la balle, donc au final ça s'équilibre. Donc c'est une équipe qui a vraiment, par cet aspect d'énormément de très très bons joueurs, par sa sélection de tirs, très analytics, beaucoup de 3 points avec des joueurs hyper efficaces à 3 points, hyper spécialistes. Je pense à Sam Hauser quand je dis ça, mais même à des Al Horford ou tous ces role players très très forts à 3 points. Donc au final, c'est une équipe qui aura marché sur la ligue du début à la fin. J'avais vu un graphique passer. On est le deuxième meilleur net rating du début de la saison à Noël. De Noël au All-Star Game, on était deuxième net rating encore. Et du All-Star Game à la fin, on était le premier net rating. Globalement, la saison était hyper linéaire en termes de performance. Donc voilà, ce bilan chiffré assez monstrueux, une des meilleures saisons régulières, je parle bien de régulière, de l'histoire, hein, tout simplement. Et oui, régulière, c'est là que les choses vont commencer à devenir plus intéressantes. Robin, raconte-nous un peu comment tu as vécu cette saison, toi. Eh ben, je faisais partie des optimistes au début de la saison, mais à aucun moment je pensais que ce serait aussi bon en termes de chiffres, comme l'a rappelé Vincent. Tout simplement parce qu'en plus il y a des styles qui ont changé, défensivement notamment. On a vraiment eu certains changements. On a eu quand même des pertes de joueurs importants l'année dernière. On savait pas avec l'arrivée des nouveaux comment se passerait l'intégration, tout ça. Et globalement, on voit que ça a plus que cliqué. On a en plus été épargné par les blessures. Donc c'est vraiment une saison parfaite pour le coup, du début jusqu'à la fin. Et c'est assez appréciable, parce que ça fait quand même un paquet d'années qu'il nous arrive des pépins ou des choses comme ça, ou même que ta saison foire dès le premier match. Donc du coup, pour le coup, là, ça a été un long fleuve tranquille et on a pu voir pas mal de choses. On aurait aimé voir certaines autres aussi. On y reviendra après. Mais dans l'ensemble, très satisfait en tout cas des résultats collectifs qui ont été rendus par les Celtics cette année. Et tu peux pas espérer mieux que ça en termes de bilan, surtout avec le remaniement qui avait été fait cet été, quoi. Donc ouais, très très satisfait et vraiment même étonné qu'on ait été aussi bon aussi tôt pour le coup et qu'en plus on ait été régulier à ce niveau-là, c'est vraiment vraiment très satisfaisant. Et oui, comme tu l'as dit, c'est vrai que au-delà du fait que
qu'effectivement on a été tellement dominant, c'est surtout qu'on a été très tôt. Bon, alors on a bien parlé du positif, on va rentrer un petit peu maintenant dans les interrogations. On va faire le bilan, on va dire, de cet effectif, puisque ça avait été une grosse part de nos interrogations avant la saison. La première, allez, parce qu'il a une place à part dans notre cœur, on va la consacrer à Jaylen Brown. Robin, tiens, je vais te relancer tout de suite. On n'a pas eu énormément l'occasion de discuter récemment. Tu étais, et si les gens qui nous écoutent sont des auditeurs réguliers, ils savent que c'est beaucoup dire. Tu étais peut-être autant saoulé par Jaylen Brown que ce qu'a pu l'être Hugo à un moment. Hugo en est venu à nous faire cette saison une intro spéciale. D'ailleurs, après ça, Jaylen Brown a eu un petit coup de moins bien. Mais bon, il s'est bien rattrapé. La saison de Jaylen Brown, on a certains points qui peuvent rester. Enfin voilà, il y a des choses qui sont perfectibles, il y a des choses qui ne changeront peut-être jamais, mais en tout cas, en ayant conscience du joueur qu'est Jaylen Brown, on est quand même pas loin de ce qu'il peut faire de mieux cette saison. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, concernant Jaylen Brown, moi j'ai toujours été assez transparent sur lui, c'est-à-dire que c'est un joueur que j'aime bien, que je trouve bon, mais je le considère comme sans être péjoratif, bien sûr, un produit fini. C'est-à-dire que je ne vois pas d'évolution suffisamment marquante ou suffisamment importante pour le requalifier ou requalifier le joueur qu'il est. Il y avait quelques choses qui étaient plutôt bonnes en début de saison, voire jusqu'à la mi-saison. J'ai beaucoup aimé sa relation avec Kristaps, etc. notamment. On l'a écarté un peu plus du ballon aussi, on l'a utilisé un peu plus en termes de finisseur et bizarrement, bah ça se passait mieux. Et puis bon, au fur et à mesure de la saison, bon bah la routine s'est installée, peut-être ses envies ont monté un peu plus. On l'a vu aussi essayer d'avoir un peu plus le ballon, et puis on voit que dès qu'il est dans cette configuration de créateur principal, c'est beaucoup plus compliqué. Et à mon avis, ça le restera. J'ai quelqu'un qui va toujours pas assez sur la ligne des lancers francs, à mon goût, qui a toujours des choix qui sont un petit peu compliqués, mais bon, ça va aussi avec son statut. Donc, comme n'importe quel, je vais l'appeler star, même si j'estime qu'il n'a pas le niveau d'une star, je vais l'appeler star, ne serait-ce qu'en parlant de son contrat. Donc, il a le droit à ces tickets de shot qui sont un petit peu contestables. Mais voilà moi comment je classe Jaylen Brown. Je considère que c'est une saison qui est satisfaisante. Est-ce que c'est une saison qui justifie l'investissement que tu mets dedans? À mon sens, non. Euh, donc c'est pas être médisant que de dire ça pour moi. Je trouve qu'il a ses limites et aujourd'hui ses limites sont telles que il ne peut pas justifier le contrat qu'il a. C'est pas possible, le contrat est beaucoup trop haut. Ça n'empêche que ça reste un très bon joueur, c'est un élément important du groupe, c'est un élément qui est appréciable en plus sur les à côté parce qu'il représente plein de valeurs qui sont très intéressantes et qui sont très justes. Donc du coup, j'ai envie de dire que je suis plus fan de l'humain que du joueur. Et quand tu fais partie des deux joueurs les plus importants de l'équipe, c'est compliqué pour moi. Voilà ce que je dis de Jaylen Brown. Ok, bon, ouais. Après, c'est sûr que la question du contrat, on pourra en parler. On va pas y revenir parce qu'on l'a beaucoup fait à ce moment-là. Est-ce Ah, qu'on avait vraiment le choix? Ça si, restera la question. si tu veux, vu nos ambitions, je suis obligé au bout d'un moment de le voir aussi par ce prisme. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, tu serais une équipe en reconstruction, ça me poserait pas de problème d'essayer de le développer au maximum, quitte à perdre des choses. J'ai pas de souci en fait avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, la timeline dans laquelle on est et aujourd'hui les ambitions qui sont affichées par l'équipe plus par le staff et notre front office font qu'aujourd'hui tu ne peux plus non plus te permettre de passer trop de temps à développer en plus des skills qui sont très difficiles à avoir parce que encore une fois on parle déjà d'un joueur qui est calibre All-Star, etc. Donc qui a déjà des skills qui sont plutôt développés et qui est un bon joueur. Donc les futurs skills qu'il doit développer sont forcément beaucoup plus difficiles à avoir puisqu'ils te font rentrer dans des strates qui sont absolument, qui te font passer star ou superstar. Et donc du coup, quand t'arrives pas à franchir ces trucs, le collectif après en dépend. Donc c'est pour ça que je suis obligé de le voir aussi par ce prisme de la masse salariale qu'il prend tout simplement. Mhm. Ok, ok. Vincent, de ton côté, la saison de Jalen, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ben, je peux pas être beaucoup plus. Je suis parfaitement aligné avec Robin. Je trouve qu'il le dit très bien en plus avec le prisme des superstars et du fameux 35% du salary cap qui a été signé l'année dernière, qui cliquera l'année prochaine. Hein, c'est-à-dire qu'on va commencer à payer que l'année prochaine. Comme on a toujours dit, c'est pas nos sous, donc c'est pas bien grave. Par contre, c'est dans la construction de l'équipe, effectivement, ben, qu'on attendrait avec ce contrat-là que ce mec-là fasse partie des 20 meilleurs joueurs de la planète, tout simplement. Et je pense, comme Robin, que ben, il en fait pas partie. Après, si on prend un autre prisme, qu'on compare avec sa saison de l'année dernière, moi j'ai préféré cette saison-là assez largement. Si on doit partir un peu sur du positif, Robin a parlé de l'entente en début de saison avec Porzingis, on aurait aimé plus le voir plus tout au long de la saison. Mais comme il l'a dit au fur et à mesure de la saison, je pense que tes instincts primaires, ils vont ressortir. C'est-à-dire que tu vas recommencer à faire ce qui est au plus profond de toi. C'est-à-dire qu'il lui, il va scorer. C'est-à-dire qu'on a eu des matchs en début d'année où on l'a beaucoup trouvé à la passe, effectivement, sur des passes très simples, hein, finalement. Mais voilà, on avait bien aimé quand il se positionnait plutôt en finisseur, sur des cuts et tout. Et ça a un peu disparu tout au fur et à mesure de la saison, au profit de ses tirs plus à lui entre guillemets de Stark entre guillemets. Donc voilà, donc je suis très très aligné. Par contre ouais, je préfère quand même cette saison là, je l'ai trouvé bien meilleur en défense. Toujours un peu perdu par certains aspects loin du ballon par séquence, notamment sur des matchs entre guillemets moins importants. Où là ça peut vite devenir assez dramatique, mais sur des gros matchs et tout, je lui fais assez confiance et j'ose espérer qu'il fasse de meilleurs playoffs que l'année dernière. En fait, c'est sur plein de petits points que je pense qu'il a légèrement progressé. Je suis très inquiet en revanche sur le pourcentage au lancer franc. Il n'a pas été bon cette année du tout. On est à 70%. Alors déjà qu'il y va pas beaucoup, donc là il n'y est pas plus allé cette année et en plus c'est peu rentré. C'est peu rentré et on sent un mec vraiment qui doute hein, sur la ligne et franchement moi s'il a 2 lancers à tirer, 30 secondes à jouer, on est un point derrière sur un match de playoff. Pour moi, on part en prolongue dans le meilleur des cas. En ce moment, je le vois rarement faire un 2 sur 2. Donc voilà. Donc je suis très très aligné. Petit point positif, il a certainement perdu un peu moins de ballons. En tout cas, sur les chiffres, il en a perdu un petit peu moins. Donc voilà. Ouais, ouais, et encore, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que le 70%, il n'est pas ressenti. Parce que moi, pour le coup, c'est ce que tu disais, j'ai vraiment l'impression qu'il est à 1 sur 2. Tu le vois aller sur la ligne. Oui, Non, moi, j'irai peut-être pas jusque-là, mais effectivement, tu le vois rarement faire un 2 sur 2. Ah, moi, je suis vraiment sur un ressenti 50, en fait. C'est hyper rare, je trouve, qui mettent les deux. Bon, après, les chiffres sont là, hein, mais ouais. Par contre, je suis d'accord avec toi sur l'implication sur la défense, et je trouve surtout que c'est une question d'implication, en fait. C'est-à-dire que tu sens voilà, cette espèce d'image véhiculée et qu'on entend encore chez des gens qui, on va dire, ne sont pas des observateurs comment dirais-je, aussi attentionné sur les Celtics que nous, c'est-à-dire chez les observateurs généraux, c'est vrai qu'il a cette espèce d'aura de bon défenseur, chose que l'année dernière, on avait juste envie d'éclater de rire. Cette saison, il y a quand même du mieux. Je vais rendre la parole à Robin. Vas-y. J'ai une petite question du coup pour vous. Est-ce que on considère que c'est Brand qui a progressé ou c'est parce qu'il est entouré différemment qu'il est meilleur? Alors moi personnellement, après je sais pas, je suis curieux d'avoir l'avis de Vincent aussi. Moi c'est pas tant une question d'entourage sur le terrain, je pense que c'est le coaching. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, ou je sais plus si c'est Vincent qui l'a dit, il est utilisé différemment, clairement. Enfin, je veux dire, ce rôle de slasher qu'on a tout de nous l'année dernière quand on se disait qu'il faut absolument qu'il soit utilisé différemment. Alors oui, il a encore un peu des moments où il porte la balle parce que tout simplement c'est le deuxième joueur de l'équipe et que comme disait Titouan, entre ses tirs un peu bonbons parce qu'il a le droit et puis ces moments où il va porter la balle parce qu'il a le droit. Mais concrètement, je trouve que l'utilisation générale fait que il pouvait que être mieux en fait. Je sais pas si tu es d'accord, Vincent. Je sais même pas si on peut l'appeler slasher. Finisseur, oui, mais slasher, je suis pas sûr. Je vois venir Robin en fait avec ses gros sabots, bien sûr. Hein. En fait, en défense, il a été placé énormément sur le ballon, quasiment exclusivement. Je pense que avoir White et
et Holiday dans le bas court qui peuvent prendre plein de mecs différents, plein de profils différents, te donne le luxe de dire à ton moins bon défenseur loin du ballon, va en mission, entre guillemets, la fameuse mission défensive, va sur le porteur de balle principal, notamment si c'est pas un trop rapide, je pense, notamment il peut le tenir, si c'est un mec assez physique et tout, et du coup tu caches ses faiblesses off-ball, et pareil, ses légers progrès à la passe, notamment sa relation avec Porzingis, entre guillemets, Porzingis, c'est pas le mec le plus compliqué à les trouver. Quand il pop, il est seul, il y a 8 mètres d'espace, il est 2 mètres derrière la ligne à 3 points, donc aller lui faire une passe en pick and pop, ça paraît pas compliqué. Ou alors, quand il est sur un mismatch au post-up, pareil, tu as juste à mettre la balle en l'air et qu'il puisse l'attraper. Donc effectivement, ce qu'on lui a demandé était peut-être plus simple, plus adapté à ses qualités. Mais effectivement, mais c'est pas, ça c'est cool. Ça, je pense, que c'est une bonne chose d'avoir un coaching qui a eu conscience un coaching staff qui a eu conscience de ses limites et d'essayer de maximiser les qualités, notamment de ton entre guillemets deuxième meilleur joueur sur le papier entre guillemets. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que défensivement, le fait qu'on fasse moins de switch all, voire quasi plus en SR ou très très peu, ça l'a aidé parce que sinon après il est débordé et il a les fils qui se touchent. Et la cible Porzingis, c'est sûr que pour lui c'est une bénédiction. Là, clairement, et on l'a vu d'ailleurs parce que je pense que c'est l'une des meilleures ententes en termes de binôme qu'on ait eu cette année, je trouve. Oui. Et ça, c'est une vraie bonne chose. Donc, c'est pas un côté péjoratif, mais c'est aussi pour remettre en avant le fait que, bah voilà, je pense qu'encore une fois, on n'est vraiment pas loin du joueur produit fini, et que aujourd'hui, s'il y a des évolutions à voir, etc., elles viendront presque de ce que tu mets autour et de l'accompagnement que du joueur lui-même. Donc du coup, ça aussi, c'est pareil. Moi, je le value moins parce que bah il y a un moment, tu peux pas non plus faire des changements et entourer la personne toujours de façon optimale, même si tu l'espères, c'est pas toujours possible, surtout quand tu prends le contrat qu'il a pris aussi. Donc voilà, aujourd'hui très bon joueur, euh, avec un côté frustrant parce que je trouve qu'il y a certains aspects où en plus il a les outils. Moi, tu parlais de slasher par exemple, Johan. Quand on voit le nombre de lancers francs qu'il a par match, etc., je suis pas sûr qu'il aille tant que ça au cercle. En tout cas, quand il est au trafic, parce qu'aller au cercle, une fois que tout le monde a fait la différence, ou sur des contre-attaques, bon, ok, ça compte dans les stats, c'est cool. Mais moi, ce que j'attends de lui, c'est vraiment utiliser des espaces sur des close-outs qui sont vraiment forts, les punir là-dessus, etc. Et aujourd'hui, je le vois pas assez faire. Il a un très bon appel ligne de fond. On le trouve beaucoup sur ces schémas-là ou des choses comme ça. Mais encore une fois, quand tu as le statut qui commence à avoir et que tu as aussi peu de lancers francs, c'est rédhibitoire. C'est pas possible. Et en plus, quand il y est, bientôt on va parler de Aka Brown. Donc ça, c'est vraiment un problème qu'il faut qu'on règle. Enfin, que lui règle, parce que moi, je peux rien faire derrière mon écran. Eh ouais. Là-dessus, on est d'accord. Ok, bon, alors, on va passer au suivant. On va parler de Jason Tatum et on va aborder un sujet qui fâche. Est-ce que Jason Tatum a régressé cette saison? Alors, spoiler, non, mais c'est vrai que il nous a habitués, je vais pas aller jusqu'à dire à changer de dimension chaque année, mais c'est vrai que chaque année, il y avait un step, il y avait un truc où tu le regardais jouer, tu disais, voilà, là, il a passé une étape. Cette saison, ça ne semble pas être le cas. Il y a des progrès au playmaking qui sont visibles. Il y a une responsabilité qui est claire. Hein. Enfin, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. On a vu, on a vu passer suffisamment de choses sur Twitter qui nous ont fait dresser les cheveux sur la tête il y a encore quelques mois. Voilà, hein, là, je pense qu'on peut dire que les rôles sont établis. Cette équipe, c'est celle de JT. Il y a toujours de belles choses en défense. Il est dans ce top 7-8 NBA. Il est l'un des meilleurs défenseurs, très certainement. Mais il perce pas ce plafond, en fait. C'est un extraordinaire joueur de basket, mais il n'arrive pas à rentrer dans cette catégorie des mecs qui sont vraiment des monstres. Et en plus, cette saison, il a dû laisser de la place. Hein. Il score moins. Et puis, il peut continuer à avoir ces trucs pour lesquels il peut être tout aussi agaçant que ce qu'a pu l'être Jaylen Brown par moment, quand on le voit râler, quand on le voit s'entêter à 3 points. Bref, je veux pas non plus trop y aller dans le négatif, mais
Il y a du très bon, il y a du moins bon, et puis le fait d'avoir autour de lui l'effectif qu'il a, c'est sûr qu'il a fallu qu'il s'adapte aussi, qu'il peut-être il se montre moins, il se met moins en avant. Mais du coup, certains points négatifs sont toujours visibles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça qui joue aussi? Vincent, tu en avais parlé dans l'épisode des Hot Takes. Petit instant pub. Si vous n'avez pas écouté l'épisode des Hot Takes, n'hésitez pas. Donc, je vais lancer Robin. Et évidemment, Vincent, derrière, si tu veux rajouter quelque chose, je reviendrai vers toi. Ben, en fait, JT, le truc, c'est que tu parlais qu'il n'arrive pas éventuellement à se faire une place ou quoi parmi les plus hauts. Mais déjà, de quel haut on parle? C'est-à-dire que chaque année, ces plafonds, ils sont repoussés. Les limites, tous les ans, elles sont repoussées. Parce que clairement, quand on voit les stats de JT, il y a des gens qui ont été MVP pour moins que ça, hein. Et aujourd'hui, en fait, on se fait absolument un point d'honneur à ce que ce gars, il aille dans la discussion des plus hautes sphères de la NBA. Et les sphères, elles ont quasiment jamais été aussi hautes. Les mecs, c'est des fous. Donc, je n'en veux pas à un joueur de pas arriver à crever ce plafond. Surtout quand on voit malgré tout ce qu'il fait. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a eu peu de progression cette année, ou en tout cas qu'elle soit infime par rapport aux années d'avant. Je pense que c'est dû à deux choses. Encore une fois, c'est que plus ça va et plus t'es fort et plus c'est dur de progresser chaque année. Que effectivement il y a un supporting cast qui est plus élevé, donc il faut aussi laisser de la place à tout le monde. Même si ça lui a aussi rendu pas mal de choses plus faciles. Là où je suis le plus tatillon cette année, moi, c'est quand il est porteur de balle principal. Je trouve que ça manque de spontanéité. Ça manque un petit peu. On sent qu'il est vraiment dans je vais faire la différence et ensuite voir ce que le jeu me propose plutôt qu'essayer de créer de façon différente. Après, on a une saison qui est excellente malgré tout au scoring, qui est excellente sur tous les aspects du jeu. Donc en fait, si on doit résumer Jason Tatum, c'est un joueur qui est excellent. C'est pas un joueur qui est extraordinaire. Par contre, c'est un joueur qui est excellent partout. Il y a 0 point faible. Et ça, clairement, je trouve que ça a une valeur. Et je pense que quoi qu'il arrive, il fait quand même partie de la classe des joueurs avec qui tu as une chance d'avoir un titre. Point. Ensuite, il y a de l'expérience. On a pu voir, malgré le départ de Marcus Smart, que en termes de leadership, on n'avait rien perdu. Il n'y a pas besoin de brailler et de taper dans tous les sens ou de se mettre minable sur un parquet, malgré tout l'amour que j'ai pour Marcus Smart, pour être un leader et pour qu'une saison se passe bien et pour faire preuve de continuité dans une saison. Je suis très content aussi de l'avoir comme leader et de pas avoir un mec qui fait des Snapchats avec des flingues ou qui torpille ses collègues à la moindre désillusion. Donc c'est vraiment un joueur qui, à mon avis, il va falloir apprendre aussi à laisser vivre, à gentiment s'approcher de son prime, et sur une année où tout clique, peut-être qu'un jour il crèvera ce plafond. Mais en attendant, aujourd'hui, oui, il n'y a pas eu d'énorme progression, mais on est quand même sur un niveau de très haute voltige, à mon sens. Je sais pas ce que t'en penses toi, Vincent, mais... Je suis très d'accord. Je suis très d'accord et je vais pas rajouter grand-chose. Et puis effectivement, on a parlé plutôt pas mal et tout, et on est tous un peu alignés. Et j'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur le fait qu'on est content d'avoir ce leader-là. Je pense que je l'avais déjà dit, mais il faut le répéter parce que ce mec-là, c'est zéro frasque. Il est là tout le temps. C'est peut-être la superstar la moins blessée de toute la ligue. En tout cas, c'est celui qui joue le plus de minutes depuis 4-5 ans, facile. Et je vais emprunter une phrase que j'ai entendue chez Dunkebdo, chez les excellents collègues de Dunkebdo, qui disait que c'était le premier des humains. Et j'adore la formule, parce que globalement, derrière les Jokic, Embiid, je vais pas faire, etc., tous ces extraterrestres, les Shea, les SGA cette année, et souvent c'est le premier des autres, le premier des humains. J'aime beaucoup la formule et j'en dirais pas beaucoup plus parce que voilà. Et comme tu dis, si tout clique et notamment en playoff, si on arrive à avoir d'excellents pourcentage au pull-up notamment, on sait très bien que il peut te faire gagner n'importe quel match, notamment avec cette équipe autour de lui. Il l'a déjà fait à maintes reprises, tous les ans, il a permis de gagner des séries, hein, donc il n'y a aucun problème là-dessus. On sait que c'est le gars qui peut nous amener tout en haut. Puis j'ai aucun souci avec le fait, en fait, tu vois tous les anciens coéquipiers qu'il a eu, ou tous les nouveaux, ou tous les gens avec qui il est, ou qu'il a côtoyé, tous les indicateurs sont au vert, sans mauvais jeu de mots pour le coup. Mais tout le monde dit que c'est un bosseur, tout le monde dit qu'il prend soin de lui, donc
je me dis que de toute façon, enfin, c'est censé aller en bien. Il y a des années, en plus, une progression. On sait que c'est pas linéaire, pour le coup. Ce serait trop facile. Et il nous a habitués à des standards qui sont complètement aberrants. Enfin, je veux dire, donc, forcément, oui, une année un petit peu de transition et de palier, à ce niveau-là, franchement, on mange Gucci, hein, on va pas se mentir. Et je suis très d'accord avec toi. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir un plafond. Sachant que, comme tu dis, tous les indicateurs en termes de travail, d'éthique de travail, la fameuse éthique de travail, sont tout au vert. En tout cas, il n'y a rien qui ressort de négatif. Donc, tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir un plafond. Et si ça se trouve, c'est son plafond. Enfin voilà, tu peux pas le reprocher à quelqu'un, sachant qu'il aura mis tout en œuvre, parce que je pense que c'est le cas, pour être la meilleure version possible de lui-même. Et ça, c'est très louable. Et c'est aussi pour ça qu'on est content que ce soit lui notre leader. C'est qu'on sent que ce mec-là met tout en œuvre pour être le meilleur joueur possible. Et si c'est pas le joueur qui te fait gagner le titre, parce que en fait il n'y en a pas tant que ça, c'est pas un problème, on pourra pas lui en vouloir en tout cas. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Le premier des humains, c'est vrai. J'avais bien aimé aussi cette formulation. Je me l'étais noté dans un coin et puis les copains de Dunk Hebdo, donc on salue, qui ont fait un pod sur les Celtics il y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille aussi. Ça fait du bien d'entendre l'avis de gens un peu plus neutres. On continue avec ce qui était peut-être à la fois notre plus grande interrogation et puis surtout, alors bon, il y avait de l'excitation, il y avait du positif, qu'est-ce que ça va donner, etc. Mais il y avait quand même une grosse interrogation, puis surtout une crainte, l'intégration de Kristaps Porzingis, ainsi surtout que sa capacité à rester en bonne santé. Là-dessus, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Robin en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a été globalement bien épargné par les blessures. Kristaps a été utilisé intelligemment, en fait, je pense. Il a été préservé, même, puisque il a joué 67 matchs, donc ça en fait 25 manqués. J'avais cherché le total de minutes, je l'ai plus. Mais en tout cas, sur la saison, il n'a que le 8e total de minutes de l'équipe. Donc voilà, pour un joueur qui est, on va dire, le 3e, bon, on va pas hiérarchiser aussi clairement, mais en tout cas, si on devait numéroter l'importance de nos joueurs, il aurait très certainement le numéro 3. On est sur un apport offensif extraordinaire, une menace à l'intérieur de par sa taille, mais aussi au large de par son shoot, une défense qui a été totalement repensée aussi, parce que on pouvait espérer qu'il apporte en attaque. Je pense qu'on a tous été convaincus là-dessus, et encore convaincus, c'est vraiment le minimum qu'on pourrait dire. Mais il y a aussi l'aspect défensif qui a été extraordinaire. On a une défense qui est complètement changée depuis qu'il est là. Vincent, je te lance en premier. Comment tu analyses cette première saison en vert pour Kristaps? Elle est pas loin de la perfection. C'est pas loin de la perfection. Effectivement, tu as dit, on avait des interrogations sur la santé. Il a été vraiment bien préservé. On avait de la marge. Il faut le préserver. Il fallait le préserver pour qu'il soit en pleine forme en playoff. Donc j'espère que là, il est en pleine forme dans un congélo et qu'il n'en sort pas. Il faudra juste le sortir à temps, quoi, on va dire. Et non, la première saison, je la trouve excellente. On l'a vu surtout dans un rôle de finisseur offensivement. Il est extrêmement, extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'il met 20 points à une efficacité assez terrible. C'est un des joueurs les plus efficaces de la ligue. Il est juste derrière Jokic et Giannis sur les joueurs qui jouent plus de 25 minutes par match globalement avec un usage à 20%. Donc c'est vraiment un scoring hyper efficace. C'est un de nos rares joueurs qui va assez sur la ligne. Il a été excellent sur les post-up. Ça a été globalement le mec qui est le plus efficace sur post-up de la ligue, devant les Jokic, devant les Embiid. Alors il en fait moins. Il attaque surtout des mismatchs sur des joueurs plus petits, mais en tout cas il a été vraiment excellent. Sur la défense également, notamment sur un excellent début de saison. C'est un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue.
C'est le deuxième joueur qui fait le plus baisser l'efficacité au panier des adversaires. Il est juste derrière Rudy Gobert, donc ça nous place le bonhomme. Donc vraiment sur cette saison régulière, parce que là, on est vraiment là pour faire le bilan. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il pourrait jouer un petit peu plus, mais moi je voulais pas qu'il joue plus, dans le sens où je veux qu'on puisse lui donner beaucoup de minutes en playoff, on va en avoir besoin. Après son profil, il reste potentiellement attaquable en playoff. Et pareil, son intérêt aussi, et son profil va dépendre beaucoup aussi de si ces 3 points ils rentrent. Parce que c'est vrai que s'il commence à en prendre, il les prend sans hésiter et beaucoup. S'il commence à les rentrer avec une très grosse efficacité, ça va devenir vraiment un gros problème pour la plupart des défenses qu'on va affronter en saison. Et donc voilà. Mais sur la régulière, j'ai pas grand chose à reprocher à Kristaps. Ouais, faudrait être difficile pour trouver des pour trouver des choses à lui reprocher. Qu'est-ce que t'en penses, Robin? Bah, c'est le pote de Jaylen Brown. Non, je déconne. Euh, En fait, sur la carte Kristaps Porzingis, il y avait 2 Kristaps Porzingis. T'as eu celui de Dallas qui passait sa vie au large et qui n'était pas forcément utilisé de façon optimale, etc. Et il y a eu celui de Washington. J'avais grand espoir que ce soit celui de Washington qu'on signe et qui promettait donc de la défense de cercle et ce côté post-up mismatch absolument incroyable. Et pour le coup, bah Banco, c'est celui-là qu'on a eu. Donc tant mieux. Je suis complètement d'accord avec ce que Vincent a dit. L'intégration, elle est pas loin de la perfection. Et en plus, elle est d'autant plus importante que sa simple présence crée des mismatchs. Et dans une équipe comme la nôtre qui a du mal à exécuter, ça va être important. Surtout avec ce qui va arriver en playoff. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va nous permettre aussi d'attaquer des zones ou en tout cas de finir même quand une position est mal embarquée. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez fait durant l'année là sur certains Money Time. Je pense qu'on en reparlera. Mais c'est quelque chose qu'il faut user et abuser. Parce que quand tu es aussi efficace que lui sur certaines phases de jeu ou sur certains setups de jeu, je comprends pas pourquoi on l'utilise pas plus et notamment après pour permettre du mouvement autour. Ce qu'on ne fait pas non plus. Donc c'est une arme qu'on a découverte cette année. Aujourd'hui, on s'en sert comme fusil à pompe. Je pense qu'il y a moyen de s'en servir comme un bazooka. On verra par la suite avec encore plus de temps au sein de l'équipe, etc., etc. C'est quelqu'un qui a l'air en plus d'être adopté complètement par le public. C'était aussi important parce qu'on rappelle qu'il y a quand même des frasques extra-sportives, etc. Donc c'est cool de voir que mine de rien, pour l'instant, chez nous, on a un gars qui sait se tenir, qui est apprécié par la fanbase, qui a été là à tous les déplacements, qui est apprécié par le groupe et en plus qui sur le terrain effectivement coche absolument toutes les cases qu'on espérait et de façon très très performante. Je suis vraiment d'accord avec toi au côté sourire qu'il a eu tout le long. C'est-à-dire que le mec, il est juste ravi d'être là. Et ça, quand t'es supporter, quand t'es suiveur, fan, ben, ça te ravit de voir un mec très très heureux d'être là. Et le mec, il arrive de Washington, donc forcément, c'était quand même un peu le bourbier. Ben, il a eu le smile toute l'année et ça c'est vraiment super super agréable effectivement. Et un mec bien dans ses pompes, bien dans sa tête, c'est quand même un mec qui doit pouvoir après réciter ce qu'il sait faire sur le terrain. Et puis pour ce qui est des 3 points, j'ai envie de dire que tactiquement, qu'il les mette ou pas, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il a le standing pour être respecté. Et à partir du moment où il est respecté, il va forcer des mouvements et créer des espaces. Et aujourd'hui, rien que ça, c'est très très important, nous, tactiquement, pour la suite, pour libérer les espaces pour nos deux personnes qui ont plus de tickets shoot que lui, qui sont JB et JT. Et en fait, on leur a filé quelqu'un qui répond vraiment aux besoins de nos 2 stars. Et pour ça, chapeau pour le coup à Brad Stevens, parce que vraiment, je pense on peut encore mieux faire, et quand ce sera encore mieux, on se rend pas compte de ce que ça peut apporter. Au même titre que Jaylen Brown a progressé grâce à son entourage, je pense que ça peut être aussi à terme quelque chose qui arrivera aussi pour Jason Tatum. Je pense que notamment sur leur relation, elle se voit beaucoup à l'extérieur de la raquette, elle se voit encore très peu à l'intérieur. Je pense que là-dessus, il y a un progrès à faire aussi. Ok, bon. Eh ben, on va passer au point suivant.
Alors, donc ça va être un petit peu en lien. Les plus pragmatiques d'entre nous diront, sans lever un sourcil, hein, que ce trade a été une excellente chose. Mais il n'en reste pas moins que nous avons dû laisser partir Marcus Smart. Et au-delà de l'aspect sentimental, hein, il y avait quand même de grandes questions concernant le ball handling, concernant le playmaking, concernant la défense. Concernant le rôle aussi que D-White allait devoir assumer sans Marcus, parce que mine de rien, c'était une question, ça aussi. Alors, évidemment, l'arrivée de Jrue Holiday dans la foulée a réglé certains problèmes avant même qu'ils ne se posent. Jrue Holiday qui s'intègre aussi très bien, hein, qui est d'un professionnalisme hallucinant, parce que là où, tu le disais tout à l'heure, Robin, là où, on peut se dire que c'est normal, entre guillemets, qu'un mec comme Porzingis arrive avec le smile. Le gars, il était à Washington. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a eu de la chance par rapport à ce que tu disais. Certes, on récupère le Porzingis de Washington, sachant qu'à Washington, bon, on va pas dire qu'il était tout seul, mais voilà, qu'il arrive à. Je rebondis un tout petit peu en retard, pardon, sur ce que tu disais tout à l'heure, qu'il arrive à amener ce qu'il amenait à Washington avec des Tatum, des Brown à côté de lui, c'est très fort. Du coup, pour continuer sur Jrue Holiday, qui s'intègre aussi très bien, le mec passe de là, sur le papier troisième, mais concrètement deuxième option, parce que Middleton a été beaucoup blessé, dans une équipe championne, à cinquième meilleur joueur des Celtics, ou en tout cas cinquième option offensive. Prenons quand même quelques instants pour savourer, pour réaliser le côté extraordinaire de cette phrase. Notre cinquième option offensive s'appelle Jrue Holiday. C'est quand même assez dingue. Malgré ça, il y avait des questions en suspens. Donc, la vie sans Marcus, au-delà de l'apport de Porzingis, Jrue Holiday, Derrick White, on s'en est quand même pas mal sorti. Qui est-ce qui se lance là-dessus? Vincent, peut-être? Bon, ça en est pas mal sorti, quand même. On peut dire ça. Ouais, ça s'est pas trop mal passé. Et ça s'est pas trop mal passé grâce, à mon avis, essentiellement à un Derrick White qui a encore pris un peu plus d'importance dans ce groupe. Il était déjà excellent l'année dernière. Il est encore excellent cette année, mais avec un petit peu plus de responsabilité. Il a vraiment été monstrueux cette année, que ce soit en défense, que ce soit en attaque, efficacité au scoring, propreté toujours le roi des petites choses. Vraiment, le départ de Marcus Smart a vraiment permis, à mon sens, l'éclosion de Derrick White, et couplé au fait que Holiday, il est arrivé et il a pris un rôle de role player, avec un usage beaucoup plus petit par rapport. En fait, clairement, il fait un autre métier par rapport à quand il était à Milwaukee. Donc offensivement, il n'est pas forcément très responsabilisé. Il a juste un rôle de connecteur ou de finisseur à 3 points dans les corners, mais il a finalement très peu la balle en main. Et donc voilà, le départ de Smart, pour moi, il a été largement compensé par par l'explosion, mais l'augmentation du volume de responsabilité de Derrick White. Défensivement, il n'y a pas trop de soucis, parce que on récupère quand même Jrue Holiday et on a déjà Derrick White. Ça nous fait un des backcourts les plus intelligents et solides défensivement de toute la NBA. Donc c'est vraiment excellent. Et je vais en donner une petite aussi, parce que du coup, toutes les minutes avec le banc, on a Peyton Pritchard qui s'est révélé, que j'ai trouvé très très bon pour gérer le ballon quand il était sur le terrain. Il a un excellent ratio de passes décisives, donc c'est un mec qui fait pas des lectures hyper avancées, il ne peut pas de toute manière, mais qui joue juste, qui a des belles relations avec ses intérieurs généralement, donc avec un Luke Cornette par exemple. Donc toutes les périodes où le banc est principalement sur le terrain, donc c'est quand même pas négligeable dans une saison. Un Pritchard, il joue 20 minutes par match, et il a joué tous les matchs en plus de l'année. Lui aussi, ça lui a permis de prendre une place bien plus importante que l'année dernière, où on avait nos trois meneurs arrière qui étaient excellents, Smart, Brogdon et White, où finalement Pritchard
pas sa place quand tout le monde était disponible. Et ben le fait d'avoir perdu en profondeur entre guillemets, c'est-à-dire en perdant et Brogdon et Smart, ça a permis aussi pas l'éclosion, mais la responsabilisation de Pritchard à la suite de la signature de son extension, et donc le fait qu'il va rester plusieurs années, et ben lui donner un rôle plus petit de backup, mais dans lequel il a été excellent. Donc vraiment, en fait, je pense que c'est plein de petits éléments qui ont permis de compenser la perte de Marcus Smart. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est cool quelque part pour Pritchard. On se faisait la réflexion au moment de l'intersaison de se dire, je me rappelle que c'est Hugo qui l'aime beaucoup et qui disait que voilà, que ce joueur il méritait quelque part entre guillemets d'avoir un rôle plus important. Là, il a enfin pu exprimer ça. C'est plutôt sympa. Du coup, Robin, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? La vie sans Marcus Smart, bon, je pense que tu vas avoir du mal à ne pas être d'accord avec Vincent, mais est-ce que Bah, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? je vais aller à l'envers, du coup, je vais commencer par Pritchard. Ce que j'ai trouvé intéressant, notamment par Pritchard, parce que moi, par contre, clairement, je parle d'explosion. Quand on voit son temps de jeu plus ses stats, c'est une explosion pour moi cette année. Ce que je trouve intéressant, c'est que je le voyais que par le biais du shoot euh, à 3 points. C'est-à-dire que l'année dernière, j'étais capable de vous dire, bah, Pritchard, faut qu'il joue parce que bah, c'est un excellent shooter à 3 points, parce qu'en plus, il shoot à 3 points de très loin, donc ça permet un spacing qui est vraiment très sympa, et que, attention, ça reste une cible défensivement, etc., etc. Aujourd'hui, je trouve que c'est quelqu'un qui a toujours eu un très bon handle. Il a toujours eu un excellent handle, etc. Par contre, au cercle, bah, c'était catastrophique. Ça l'est toujours, mais du coup, il a trouvé une autre façon d'être intéressant offensivement et pas que par le shoot à 3 points, pardon. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus parce que du coup, c'est quelqu'un qui va pouvoir en fait, qui a un très bon stop sur ses courses et avec une maîtrise du ballon qui est très bonne et du coup il peut jump shot. Et il a des petits jump shots mid-range qui permettent d'attaquer du drop, qui permettent de créer l'espace avec son défenseur et de malgré tout être dangereux dans d'autres compartiments du jeu que le shoot à 3 points. Et à partir de là, je trouve que ça lui fait franchir en fait une étape et ça lui permet justement bah, de débloquer son jeu de passe qui est finalement effectivement comme Vincent le disait, qui est pas extraordinaire mais par contre qui est d'une propreté excellente, qui est bien timé, qui est assez scolaire, mais du coup, c'est ce qu'on demande, notamment à un troisième, voire quatrième, voire cinquième des fois porteur de balle. On demande pas plus en fait. Et du coup, c'est quelqu'un qui a pris tout son sens cette année. Je suis ravi pour lui parce qu'en plus, il a toujours montré du sérieux. Il s'est jamais trop plaint publiquement, même s'il avait quand même demandé son trade l'année dernière hors de la saison, pas pendant. Et du coup, en plus, on sait que en playoff, il a toujours été, il a jamais subi l'événement. Chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il a été là. Donc, à voir, ça restera un joueur qui, vu ses qualités athlétiques, va vraiment dépendre de ce qu'il apporte offensivement pour pouvoir exister dans une série de playoffs. Mais pour de la saison régulière, je suis assez d'accord avec Hugo dans le fait que c'est un profil qui pourra être candidat éventuellement ou dans les listes de sixième meilleur homme de l'année même s'il n'est pas forcément parmi les prétendants du haut, c'est quelqu'un qui sera cité, je pense, régulièrement s'il garde ce niveau de jeu-là et cette implication-là au sein du collectif qu'on a. Concernant Giroud, c'est simple, dans l'utilisation, on a pris Marcus Smart, on a dit, tu vois ce qu'il faisait, et ben tu fais la même chose avec un true shooting plus de 103 au lieu de 92. Voilà. Voilà en gros ce que Giroud nous a fait et bizarrement bah oui ça fonctionne. C'est quelqu'un qui s'est magnifiquement fondu dans notre collectif défensif, dans notre collectif offensif aussi, qui porte la balle comme on lui demande de porter. Je m'attendais pas à des miracles, il y en a pas. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est plutôt solide dans ce qu'on lui demande de faire. Des fois qu'il y a un peu les fils qui se touchent, mais ça on connaissait déjà. Donc bon, j'ai envie de vous dire que je lui en tiens pas rigueur. Et qui par contre ouais, est clairement plus efficace. Donc ouais, pour le coup, le changement c'est pas trop vu tout simplement parce qu'on a un smart un peu plus efficace, beaucoup plus cher pour le coup. Donc on est obligé, si je le fais avec Brand, de le voir aussi par le prisme de la paye, à voir si avec l'âge qu'il a, ça perdure. Mais cette année, en tout cas, force est de constater que ça a été dans l'ensemble satisfaisant. Il y a eu un petit trou dans la saison de mémoire où je me suis dit, oh,
Et puis finalement, non. Dans l'ensemble, c'est très bon. Pareil, une très bonne adaptation. Ça semble être un mec de vestiaire aussi, donc de ce côté-là, pas de souci. Et puis après, Derrick White. Moi, j'étais très très optimiste sur sa faculté à reprendre le flambeau et à pouvoir s'adapter au rôle qu'on lui demande. Et typiquement, je pense qu'on peut parler en fait du Al Horford des postes extérieurs. C'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le verrai très certainement toute sa carrière parce qu'il est fabuleux en fait. Et en plus, on a une confirmation cette année que son shoot à 3 points n'était pas le fait d'une saison. Il a été très adroit encore cette année. C'est quelqu'un qui peut prendre le rôle de sauveur sur un match si t'en as besoin. C'est quelqu'un qui peut prendre les sales rôles aussi quand il y en a besoin. C'est quelqu'un qui peut sortir devant. C'est quelqu'un qui peut être titulaire. C'est vraiment le complément parfait pour n'importe quelle équipe qui joue le titre. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs de complément de son standing dans la ligue. Il est chez nous. J'espère qu'on le re-signera parce qu'il me semble que Yas Dossiage est resté été. Mais là, sa saison régulière, elle est de très 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 haut niveau. Ouais, moi aussi, j'espère. Surtout qu'apparemment, il dit bien qu'il se plaît chez nous, donc autant qu'il reste à la maison. Bon, les gars, je regarde l'horloge et je me dis que en fait, on est toujours dans la première partie, donc on va accélérer un petit peu. On a fait une très très longue partie, donc l'un des points à aborder, c'était l'effectif, hein. On a fait une très très longue partie sur le 5, même si on a un petit peu Peyton Pritchard qui est venu se glisser au milieu, mais on va essayer de grouper la suite puisque les deux questions suivantes peuvent être traitées ensemble. Dans cet effectif, l'inquiétude, entre guillemets, c'était le banc, parce que oui, le 5 était extraordinaire. Il y avait en plus donc Al Horford qu'on vient d'évoquer. On n'a pas encore vraiment parlé de son cas, donc je suis sûr que Robin ne résistera pas à nous en dire quelques mots. Euh, Al Horford, vraiment, je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour lui. On sent que ça décline doucement, mais il est toujours là. Et puis, Peyton Pritchard, on en a parlé. Il y a les Sam Hauser. Il y a voilà, ces joueurs en qui on a plus ou moins confiance, hein. Je pense à Azad, à l'opposition Azad-Hugo pour ce qui est de Peyton Pritchard. Titouan, qui est un grand fan de Sam Hauser. Il y a Luke Cornett aussi, qui a eu un rôle peut-être bien plus important que ce qu'on aurait pu croire en début de saison. On a pu lire que ce serait le principal problème des Celtics, hein, parce que, bon, je pense que si lui, c'est le principal problème des Celtics, ça va, on n'a pas trop de soucis à se faire. Prenez la liste des rosters NBA, si vous trouvez un troisième pivot qui est meilleur que Luke Cornett, bon courage. Les histoires de viande dans la raquette, tout ça, c'est... je ne vais pas terminer cette phrase, je sais pas comment. Il y a du Oshae Brissett, il y a du Zvimir Aliuk, il y a l'arrivée de Xavier Tillman aussi, qui n'a pas été énormément utilisé du coup, mais à voir ce que ça pourra donner. On va pouvoir grouper cette question du banc avec celle du coaching, parce que justement, on en parlait. Avec un effectif comme celui-là, certes, ton banc, il fait pas rêver, mais tu as la possibilité d'avoir en permanence 2, voire 3 excellents joueurs sur le terrain. Ça a été une question d'orchestration. Il a fallu que le coaching soit à la hauteur. Et puis, tout simplement, on en a parlé quand il s'agissait de Derrick White, qui est devenu un petit peu le role player parfait, sur l'occasion où il a sauté quand il a fallu faire venir Jrue Holiday. Quand je dis il, bien sûr, je parle de Monsieur Brad Stevens, qui a aussi apparemment, si je dis pas de bêtises, qui était vraiment aussi celui qui voulait absolument faire venir Porzingis à Boston. Donc voilà, pardon, je vous lance un espèce de gros fouillis. Le banc, qui était une inquiétude, le coaching, qui du coup a su faire en sorte que ce banc, bien orchestré avec les titulaires, ça donne quelque chose de très très propre. Et puis du coup, le recrutement et le boulot de manière générale de Brad Stevens pour arriver à tout ça. Robin, je te lance sur cette question. Bah ouais, effectivement, on va commencer par l'architecte de tout ça, Brad Stevens.
Je crois que depuis qu'il a pris les rênes, il n'y a pas un choix où, où je me suis dit, ah là, peut-être que non. À chaque fois, le mec, il a visé juste. Et je pense que c'est intéressant aussi de rappeler pour tout le monde que qu'on gagne un titre ou pas, ça dépend pas que du GM et que le GM, son travail s'arrête à ce qu'il met dans les mains de son coach et dans quel coach il les met. Et aujourd'hui, force est de constater que ça fait quand même à chaque fois que Brad Stevens a attaqué une saison avec les Boston Celtics en tant que GM, eh ben son groupe a été meilleur que l'année d'avant. Et si ça c'est pas du travail de GM d'orfèvre, ben je sais pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui en plus, encore une fois, je le répéterai jamais, a eu l'avantage de coacher les joueurs notamment nos leaders. Donc à mon avis, qui a une vraie idée de ce qu'il leur faut. Et pour le coup, malgré qu'il y ait des noms qui soient pas clinquants, comme tu le disais, bah, il y a des noms, en fait, c'est de la couture sur mesure, tout simplement. C'est-à-dire que chaque année, il y a petite retouche qui est faite. Il y a eu encore un petit Tillman là, qui est arrivé à la trade deadline. Donc, il y a tout ce qu'il faut et tout est mis en œuvre, même dans la gestion après des assets, etc. Il est bon. Donc, tout a été mis en œuvre pour servir au chef cuistot qui est Mazzulla des ingrédients de qualité. Donc ça c'est pour commencer. Ensuite on avait effectivement Mazzulla qui avait été, moi je trouve en tout cas décevant en playoff l'année dernière et plutôt encourageant sur une saison régulière malgré quelques petites retouches. Faut pas oublier qu'on est sur un jeune coach. Même si aujourd'hui j'en parlais, bah, on n'a pas forcément, c'est pas forcément adapté avec nos ambitions, le fait d'être jeune coach et de pouvoir se tromper, puisque bah, il rentre tout de suite dans le bain d'une équipe qui tourne, d'une équipe avec bah, les ambitions ultimes, et en plus d'une fanbase qui est exigeante. Hein, faut pas l'oublier non plus. Pour sa deuxième saison, je trouve qu'on a gagné en continuité. Parce que l'année dernière, on avait eu une saison qui était clairement en deux temps, où on avait été monstrueux sur la première partie de saison et un petit peu en deçà. Moi, je l'avais trouvé en tout cas sur la deuxième partie de saison, même si elle restait correcte, voire bonne. Cette année, non. On voit qu'on a un coach de groupe euh, et j'aime bien différencier les types de coach de cette façon. Je sais pas encore si c'est un coach tactique. L'avenir nous le dira, notamment avec ses deuxièmes playoffs. Et on a quand même des petits indices sur la saison régulière. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui met un point d'honneur à, à créer des groupes et des groupes qui vivent bien et qui donnent des dynamiques de vie et du coup de jeu qui sont bonnes. On a quelqu'un qui a clairement assumé son, son style offensif, offensivement en tout cas, et qui a su aussi s'adapter à un changement défensif et a lancé un changement défensif qui du coup porte ses résultats plutôt que s'adapter. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Moi clairement j'ai un vrai souci avec la variété et sa gestion aussi des momentum adverses. Je trouve qu'il y avait quand même une amélioration à avoir quand on a vu ce qu'on a vu l'année dernière et je l'ai pas vu cette année. C'est-à-dire que quand une équipe adverse commence à avoir des momentum qui sont très dangereux pour nous, on a beau mener de 20 ou 30 points, ça s'est vu de façon récurrente cette année. On s'est pris des comebacks de fou, même si on a gagné à la fin, on s'est quand même mis en danger pour pas grand-chose. Et je pense que là-dessus, de temps en temps, il devrait plus mettre sa patte. Et puis après, sur la variété. Parce qu'on a un plan A qui marche très bien. Je trouve que quand ce plan A se met à vaciller, on est vraiment beaucoup plus discutable sur certaines utilisations de joueurs, notamment Tatum, que je trouve pas assez utilisé off-ball. Quand on voit la palette qu'il peut amener et la qualité qu'il a. Et en plus, le, le comment dire, l'efficacité qu'il a off-ball, je le trouve très, très bon. Donc du coup voilà, il y a encore certains aspects où, à mon avis, les copains pour aborder les playoffs en parleront, mais où je suis assez dubitatif. Mais pour le reste, ça reste quand même une saison, comme l'a dit Vince en intro, qui est excellente collectivement. Donc forcément, faut rendre l'honneur aussi au coaching staff, plus le coaching staff qu'il a pour une fois choisi lui-même. Force est de constater qu'avec Cassel notamment, ça se passe très bien. J'avais un petit peu peur du syndrome is no good avec Cassel, mais force est de constater que le coaching se passe très bien, même pour le coaching staff en général. Donc sur ces aspects-là, c'est top. Et puis après, ton autre point, je m'en rappelle plus parce que j'ai parlé un peu trop longtemps. Donc du coup, je vais passer la main à Vincent. Et puis il va prendre la suite.
il restait le banc. Mais moi, le banc, je vais aller vite. Parce que le banc, j'en ai beaucoup parlé, il a été excellent. Il a été excellent. Dans le dernier pod, j'avais, de manière un peu provocatrice, dit que le banc de Boston était le meilleur de la ligue. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, sur cette saison régulière, tous les ratings montrent que les Pritchard, Hauser, Cornet, ils ont des net ratings monstrueux, même plus meilleurs que pas mal de titulaires. Donc, ils ont vraiment été excellents. Et avec Hugo, on avait surtout conclu que les profils avaient été choisis parfaitement. On en reviendra, je reviendrai sur Stevens et je pense que du coup le coaching staff a fait du bon boulot en ce sens pour au niveau des rotations avoir toujours une équipe hyper performante tout du long des matchs et en ce sens c'est vraiment très bien. Donc je vais pas m'attarder plus sur le banc, je te rendrai la parole après. Euh, je vais revenir sur ce que tu disais sur Mazzulla, je suis très d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait on peut pas vraiment lui reprocher d'avoir monté une machine de guerre. Ça a joué du Mazzulla Ball toute l'année. Mais je suis comme toi, vu comment s'est passée la saison, j'aurais voulu voir plus de choses différentes. Sur le dernier mois de compétition, on a largement de l'avance sur le deuxième à l'Est, et je trouve qu'on n'a pas vu assez de nouveautés entre guillemets, de tentatives, de couvertures défensives différentes, de choses comme ça, de tentatives pour justement effectivement par rapport à pendant les playoffs, si le plan A ne fonctionne pas, si jamais j'aurais voulu voir plus de tentatives pour trouver justement des plans B. Et en ce sens, Mazzulla, c'est un fan de Pep Guardiola. Donc le coach de foot qui est un des meilleurs coachs du monde. Mais Pep Guardiola, il a monté quasiment que des équipes monstrueuses en championnat. C'est un mec qui a gagné un nombre de championnats différents assez monstrueux, mais il nous a aussi sorti des dingueries sur des matchs à élimination directe en Ligue des Champions pour les plus connaisseurs, des dingueries un peu tactiques. Et en ce sens, je suis comme toi. Moi, je reste un peu perplexe sur sa capacité d'adaptation en play-off. C'est-à-dire que je pense que si notre équipe roule sur l'adversaire, ça va rouler. Par contre, on attend de voir, et ça, les copains, ils en parleront, dans la difficulté, ce que cette équipe peut donner et ce que ce coach peut donner dans la difficulté. Parce que finalement, on en parlait avec Pierre l'autre jour dans notre conversation, le trèfle, et on n'a pas vraiment vu cette équipe en difficulté sur cette régulière, et du coup, on ne sait pas vraiment comment elle peut réagir, que ce soit le coach ou même les joueurs d'ailleurs. Donc voilà. Et moi, contrairement à Robin, je vais finir avec Stevens. Et effectivement, l'architecte est pour moi un des meilleurs de la ligue, top 3 sans hésiter. Dès le premier jour, dès le trade de Porzingis, pour Porzingis, ça a été le premier GM à bouger de l'année dernière. Il a tout mis en œuvre pour ramener les joueurs pour que son coach ait les meilleures armes possibles pour le jeu qu'il voulait leur faire jouer et pour maximiser ces deux stars. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un general manager qui tous les ans ramène des pièces qui se fondent dans la philosophie de coaching du coach et qui essaie de compléter au mieux les deux stars qu'il a en sa possession. Donc vraiment, le travail de Stevens en tant que GM à la suite de l'excellent travail qu'il avait fait en tant que coach pendant des années est vraiment proprement admirable. On est plus ou moins tous des fans de Boston depuis l'ère Stevens entre guillemets. Donc pour nous, en tout cas je parle pour moi, c'est la tête que je vois tous les ans du côté de Boston depuis que je les suis très assidûment. Donc vraiment, c'est le monsieur. Pour moi, on est dans l'ère Stevens. J'espère que ça sera conclu rapidement, si possible, par une bague, parce que je trouve que ce mec-là mériterait d'amener, que ça soit en tant que GM ou coach, une bannière à cette franchise mythique. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. C'est vrai que l'ère Stevens mérite une bague. Mais alors du coup, je vais revenir un petit peu. Alors je sais pas si vous m'avez fait une passe décisive ou si vous m'avez foutu dans dans la panade. Mon point suivant, je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. C'était justement cette histoire de la variété dans le clutch. Alors vous l'avez abordé. On va essayer de voir. On va dire qu'on va essayer de terminer un petit peu par un point inquiétant parce qu'on dit beaucoup de choses, mais on n'est pas non plus totalement confiant.
On a vu les Celtics faire des choses assez superbes cette saison. On les a vus ne pas retomber dans certains travers qu'ils avaient les années précédentes. Et c'est certainement pour ça aussi que la saison est aussi belle. Mais voilà, il y a toujours ça, la question qui va se poser. On s'est plutôt bien débrouillé jusqu'à maintenant pour ne pas parler des playoffs. Hein. On est bien resté dans notre bilan. On va se projeter un tout petit peu. Cette question, est-ce qu'on va savoir gérer les situations qui risquent de se présenter où tu es dans une fin de match serrée? Est-ce qu'on va encore s'enfermer dans de l'ISO, s'entêter à 3 points? Voilà, vous parliez de cette variété offensive qui peut nous faire défaut. Est-ce qu'on doit absolument mener de 20 points pour gagner en fait? Alors après, il y a un monde où on mène de 20 points à 5 minutes de la fin dans une majorité de matchs, en tout cas jusqu'au final NBA, on va dire, parce que derrière, ça risque d'être plus compliqué. Mais voilà, si on arrive à être dans ce monde-là, cette question devient superflue. Mais si ça n'est pas le cas, comment est-ce que vous voyez ça, Robin? Alors ma réponse est oui, pour la simple et bonne raison que il y a deux choses. Il y a le fan qui est inquiet de mon côté, et il y a aussi la personne qui essaye de prendre aussi un maximum de recul et se dit qu'est-ce que font les autres? D'accord? Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas non plus que des gens qui savent gérer des money time dans les équipes adverses. Donc ça, il faut aussi le comprendre. C'est-à-dire que même des fois, quand on va être dans un money time et que nous, on va déjouer, il se peut aussi que l'adversaire déjoue aussi et qu'on se retrouve gagnant. Donc il y a plein d'aspects qui sont à comprendre que c'est pas que de notre fait. Au même titre, il y a des fois, on va super bien gérer le money time et qu'on va prendre un tir de l'enfer et du coup, on va perdre alors que notre money time aura généré parce que moi, je considère qu'un money time, il est bon à partir du moment où tu génères les shoots que tu as envie d'avoir. D'accord? Pas forcément que tu les mets, parce que l'aspect de mettre tes shoots, bah, il y a toujours cette part d'aléatoire qui fait que c'est un sport qui est extraordinaire. Et du coup, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on génère des shoots, est-ce qu'on les génère? Et du coup, je trouve que là-dessus, on est un petit peu sévère avec nous-mêmes. Maintenant, les résultats de cette saison régulière, c'est sur lesquels on se penche, ils montrent qu'effectivement, en règle générale, déjà de façon visuelle, c'est pas beau. C'est pas beau parce que c'est très figé, c'est pas beau parce que ça ressemble à de l'ISO, et c'est pas beau parce que en termes de résultats, pour l'instant, effectivement, n'a pas été folichon. Maintenant, des money time hyper serrés qu'on a chié, sur 82 matchs, on se rend compte que l'échantillon, il est pas non plus énorme. D'accord? Donc pour se faire une vraie valeur de notre qualité là-dessus, il faut aussi la relativiser. Ça veut pas dire qu'elle est bonne, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il faut juste qu'on trouve où mettre le curseur pour essayer de se raisonner un maximum en tant que fan, nous. Oui, oui, c'est un sujet. Oui, c'est pas forcément ce qui nous empêchera d'aller au titre si ça doit nous empêcher d'aller au titre. Cette gestion des money time. Je suis beaucoup plus inquiet si notre plan A se passe mal et de notre adaptation euh, euh, courant dans un match par rapport aux changements quand on font les équipes adverses, nos ajustements, etc. Ça m'inquiète plus qu'une gestion de money time où de toute façon on sait que le playoff c'est le rendez-vous des grands. Hein. On va pas me dire que quand Kawhi Leonard il a pondu un buzzer beater, c'était un système extraordinaire sur la tête des Sixers. On va pas me dire que que KD qui s'il avait chaussé du 45 emmenait son équipe en finale de conf, c'était du grand système. Non, c'est des shoots de grands joueurs. Est-ce qu'on a un grand joueur chez nous? Je pense qu'on a un grand joueur chez nous. Donc oui, ça va être le moment des grands et des fois ça nous sortira de situations difficiles. Et puis on a Porzingis. Je pense que Porzingis peut être aussi cette clé-là quand ça va mal, de se créer des shoots faciles encore une fois parce que c'est ça dont il s'agit. Je sais pas ce que toi t'en penses, Vincent. J'essaye de le prendre à travers ce prisme-là parce que bon, déjà j'ai pas forcément toujours le niveau pour analyser tous les systèmes qui sont mis en place. Des fois je vais croire qu'il y en a pas alors que ça se trouve il y en avait un. Donc voilà, je le vois plus de cette façon-là, ni optimiste ni pessimiste, c'est un sujet, il faut qu'on l'aborde, j'espère qu'il sera traité du côté Celtics. Maintenant, c'est pas que de notre fait aussi, l'adversaire existe.
Ouais, à la suite des 2 défaites contre Atlanta qu'on a eu là il y a pas si longtemps que ça, où nos deux, enfin les Money Time avaient été dégueulasses, c'était vraiment catastrophique. J'avais fait un peu pas des recherches, mais si un peu quand même, de tous les matchs un peu serrés qu'on a eu au cours de l'année là, et puis regarder beaucoup les possessions. Je m'étais dit tiens, je pourrais faire une bêtise et un peu rigoler en faisant un montage vidéo de toutes nos ISO pourris et tout. Et en fait, franchement, j'en avais pas trouvé de tant que ça. J'avais pas de quoi faire une vidéo un peu rigolote et tout machin. Donc du coup, oui, cette année, ça s'est pas si mal passé que ça dans le clutch. On a un très bon night rating d'ailleurs, hein. Alors sur les stats d'NBA.com, là dans le clutch, on aurait joué 33 matchs. Donc le clutch, moins de 5 minutes à jouer, moins de 5 points d'écart. On est à 21 victoires, 12 défaites. On a un net rating à plus 15, donc vraiment c'est excellent. Donc il y a beaucoup de clutch où on a mis une raclée à notre adversaire, hein, clairement. Voilà. Donc non, je pense qu'on a cette image-là par notre historique, depuis la bulle quand Miami shootait à 60% à 3 points dans le clutch. Je crois que c'était pas loin d'être ça. Oui, on est un peu détraumatisé de ça. Et il y a une autre chose, c'est que tu disais que visuellement c'était moche. Il y a un truc par contre, c'est que dans ces situations de clutch, notre pace elle est à 93. C'est de loin la plus basse de toute la NBA. Donc vraiment pour le coup, on ralentit dramatiquement notre vitesse de jeu. Donc c'est vrai que on a ce côté, le mec dribble pendant 14, 15, 16 secondes pour une ISO. Ça, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'à la limite, s'il met un step back à 3 points, ben, t'es content en tant que fan, un peu bêtement, entre guillemets. Mais c'est vrai que si c'est pour que ça finisse en ISO, en shoot compliqué et pas mis, c'est extrêmement frustrant pour nous. Donc il y a vraiment le côté visuel moche, je pense qu'il ressort vraiment avec ce stade de la pace, qui ralentit drastiquement. C'est-à-dire qu'en fait, elle va passer de 101 environ à 93 dans ces moments-là. Donc clairement, ben, il se passe souvent pas grand-chose. Mais clairement, je pense qu'on a largement la qualité avec ce 5 majeur, ce 5 de joueurs très forts, pour effectivement créer des décalages et obtenir des 3 points ouverts. Largement métables pour tous ces mecs-là qui seront sur le terrain à ce moment-là. Donc non, effectivement, je suis pas plus inquiet que ça. On est détraumatisé, hein. Ça fait quand même 3-4 ans qu'on tourne autour du titre. Les finales NBA qu'on a joué il y a 2 ans, on mène 2-1 et on fait 7-8 dernières minutes catastrophiques en marquant plus un panier. Donc voilà, on est des traumatisés des moments entre guillemets clutch. Donc c'est un peu pour ça, je pense que ça revient sur le tapis régulièrement et le fait que ça soit souvent pas beau, effectivement. Mais comme tu l'as dit Robin, je pense qu'il y a beaucoup, on se concentre pas sur toutes les équipes, mais il y a aussi des équipes qui sont moches dans le clutch, ou alors que parfois il va avoir un joueur juste qui fait la différence par lui-même tout seul. Voilà, donc un petit peu ma pensée sur le clutch. Tu vois, par exemple, contre Atlanta, tu prenais le bon exemple. On retient qu'on loupe un clutch. Moi, je retiens qu'on mène de 30 points. C'est-à-dire que, en termes de choses à changer, c'est quand même vachement plus simple, ou en tout cas plus important, pardon, pas plus simple, d'essayer de changer tes 20 dernières minutes que tes 5. Parce que Complètement. clairement, s'il y a une dynamique à couper et à asseoir un style de jeu ou à couper court à toute espèce de rébellion possible quand tu mènes ou quand il y a un momentum adverse, pour moi, le plus important, il est là. Après, le clutch, ouais, voilà, en plus, tu l'as dit, enfin, être moche et avoir 15 de rating, moi, je prends, faut se mentir, je veux dire, c'est pas joli joli, mais c'est jamais malade, comme on dit chez moi. Et ben, c'est très bien comme ça. Bien. Ok, ok. On a fait un bon tour. En tout cas, on est revenu sur tous les points qu'on avait abordés lors de la preview de la saison. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter avant de conclure? Peut-être on avait évoqué l'idée peut-être de parler d'un petit coup de cœur ou bien juste un truc qui vous est passé à un moment et que vous n'avez pas pu placer. Moi, j'avais pas parlé du banc, vu que j'avais oublié et parlé trop longtemps. Ouais. Et je Et voulais juste t'as pas dire parlé que, d'Alor Ford. ouais, ouais, ça arrive, c'est mon coup de cœur. Attention, meilleur pour la Ah fin, monsieur. pardon, excuse-moi, je t'ai Mais, spoilé. mais si vous voulez, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est Duck Endo et notamment Tom, il me semble, qu'en parle souvent beaucoup. Dans notre effectif, en fait, la profondeur, elle vient du fait aussi qu'il y a des joueurs qui sont capables de prendre le relais dans des rôles qui sont plus importants que le rôle qu'on leur a attribué au départ. C'est-à-dire que le joueur 3 est capable de devenir 2 l'espace d'un moment. Et ça,
sur la saison régulière, on a vu que ça nous a permis une continuité absolument folle, même si on n'a pas eu de grosses blessures. Et j'ai très bon espoir aussi que en cas de pépin en playoff, parce que tout le monde en a, d'accord, ça nous porte aussi chance et en fait ça permet que ça soit aussi une force. Je veux dire, quand t'as, comme on l'a dit, Derrick White qui est capable de devenir option offensive numéro 4 et numéro 3 le temps d'un soir, ou Porzingis qui est capable d'être de 3 à 1 le temps d'un soir, et ben ça clairement c'est une énorme force. Et notre 5 de départ, la puissance de 5 de départ, permet vraiment ça, cette adaptabilité en fonction des absents ou des soirs sans de chacun. Donc ça je trouve que c'est une vraie force. Et en fait, c'est suivi aussi du coup par le banc, pour le coup. Parce qu'on a aussi des joueurs qui jouent au-delà du niveau du rôle qui leur sont attribués. Donc c'est une très très bonne chose. C'est ce que je voulais dire sur le banc. Et c'est ce qui a vraiment été leur force cette année. Vincent, tu as quelque chose à ajouter? Non, coup de cœur de la saison, moi j'ai Brad Stevens vraiment qu'on a parlé tout à l'heure. J'ai particulièrement apprécié la régularité dans l'effort. C'est un truc que je valorise beaucoup dans le sport. Il y a 82 matchs. Franchement, j'ai jamais vu une équipe aussi constante dans l'effort. Bon, il y a eu des matchs un peu moins bons forcément, mais le comment dire, notre niveau moyen d'intensité d'implication sur cette saison est assez admirable. Alors de faire un bilan de la saison régulière, je pense qu'il y a beaucoup de fanbase d'équipes adverses qui rêveraient de cette implication constante. Et d'ailleurs, les chiffres du coup s'en ressentent. Quand on a un net rating aussi élevé, aussi impressionnant, je disais que c'était le 5e plus gros de l'histoire de la ligue. Tous les autres environnants, c'est que des champions. Hein. Enfin, moi, j'ai pas tout retenu, mais on est côte à côte avec les Warriors des 72 victoires. J'espère pas dire de bêtises, 73 victoires, pardon. Voilà, on est vraiment sur une saison régulière dans le gratin de l'histoire alors, on n'est pas forcément le meilleur groupe non plus de l'histoire. On n'a pas un MVP en puissance, on n'a pas un MVP dans le groupe. Voilà, donc ça a un sérieux, une implication de quasi tous les matchs vraiment à saluer parce que ça doit pas être évident et déjà d'une et aussi du coup petit coup de cœur sur le staff qui a dû, je pense c'est quand même un état d'esprit global du GM au 15e joueur qui est à saluer et qui nous ont fait vivre une saison tranquille mais par contre de domination. Ok, bon bah merci Vincent. Et du coup, je rends la parole à Robin qui va lui nous parler de son coup de cœur. Alors Ford. Étonnamment. Non, non. De toute façon, alors Ford, il est égal à lui-même, c'est-à-dire que on voit une baisse certes, mais vu que son salaire coûte 3 fois moins cher qu'avant, je suis obligé aussi de le voir par ce prisme-là. Je vois toujours quelqu'un d'utile et d'indispensable pour aller chercher le titre, pour entourer des forts joueurs. Donc ça, c'est clairement, je suis complètement d'accord en fait avec le point de Vincent. C'est un point positif encore une fois, surtout quand on voit l'âge de nos leaders. On a en plus des, des vétérans comme Orford, etc., qui sont pas toujours forcément vocaux. Je l'idée à mon avis, a un vrai rôle aussi dans le vestiaire, mais c'est pas des gens qui font beaucoup de phrases, qui laissent sortir des choses, etc. Et en tout cas, la sérénité de ce groupe fait plaisir à voir et plaisir à suivre, parce que c'est quand même vachement agréable, encore une fois, de pas avoir le stress quand tu vas sur les réseaux sociaux, de savoir si ton leader ou si un membre de l'équipe a fait n'importe quoi. On a été gâtés déjà avec notre coach il y a 2 ans maintenant, donc c'est quand même vachement agréable de pouvoir s'installer dans cette continuité de performance. Parce qu'aujourd'hui on le prend pour acquis, mais ça n'en est pas un. Et c'est peut-être même la chose la plus difficile à avoir dans le sport. Donc du coup, ouais, ça c'est vraiment quelque chose à mettre au crédit de l'ensemble en fait de l'institution Celtics tout simplement. Maintenant, ce que j'ai aimé en termes de coup de cœur, il n'y a pas de choses particulières parce que j'attends tellement les playoffs et je me concentre tellement sur les playoffs que je me dis que si je donne un coup de cœur maintenant et qu'on se soit en playoff, en fait, j'aurai pas de coup de cœur du tout. Donc, rester sur la continuité de Vincent, ça me va bien parce que c'est vraiment ce qu'on a fait de mieux cette année avec justement, en fait, aussi si la capacité à accueillir des nouveaux.
Chaque année, on le voit, et ça va aussi avec nos leaders, mais chaque année, on a eu des nouveaux, et on n'a jamais eu une intégration qui s'est mal passée, en fait. Et ça, c'est aussi important pour que le GM puisse continuer à bosser, que les stars continuent à bosser aussi et font un autre GM, et que l'entente, notamment avec les futures échéances qui arriveront de je prolonge pas, soit bonne. C'est que justement tout ça se passe bien. Donc pour le coup, c'est vachement bien. L'intégration des nouveaux, c'est un point commun avec le trèfle, parce qu'on a été très bien accueillis. Voilà. Eh ben Et tant ça, mieux, j'y étais pas là, je les avais briefés. et ça fonctionne aussi très bien, en tout cas. Allez, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on s'est vraiment bien débrouillé pour pas empiéter sur l'épisode à venir concernant la série de playoffs, sachant qu'en plus on connaît pas l'adversaire. Juste en conclusion, vous la sentez comment cette campagne de playoffs? Et je demande ça au sens très large parce que c'est vrai que moi, il y a un truc qui me fait peur, c'est je veux pas taper sur les franchises adverses, mais on a eu quand même 2 fois en pas longtemps là, les Bucks en 2020 et les Suns, je sais plus si c'était l'année suivante ou l'année d'encore après. Voilà, ce truc de l'équipe qui roule complètement sur la régulière et qui, bon, déjà ne va pas au bout, mais qui en plus de ça se fait clairement surprendre, quoi. Les Bucks, on va dire que c'était le premier gros fait du hit de Jimmy. Derrière, il y a les Suns qui se font sortir par les Mavs alors qu'ils ont, je sais plus, 79 victoires. J'exagère évidemment, mais je me souviens que c'était un très très gros pourcentage de victoires. On a roulé sur la régulière, mais voilà. Est-ce que vous sentez vous appréhendez cette campagne de playoff sereinement ou il y a quand même une inquiétude? Vous êtes comment là? Euh, de toute façon, il faut savoir que c'est pas le même sport. On le répétera jamais assez. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on trouve la saison régulière aussi longue. C'est qu'au bout d'un moment, bah certes, elle veut dire quelque chose, mais elle veut pas tout dire. Donc ça, c'est sûr que voilà. On a l'aspect aussi, je trouve que c'est la première fois qu'on est autant vu comme favori. Et ça, c'est une image qui est difficile à porter. Il y a Denver qui fait quand même aussi office de favori, mais j'ai rarement vu la fanbase générale NBA parler autant des Celtics en tant que favoris. Parce que même l'année où on a le retour d'Hayward de sa blessure, la saison régulière se passe pas bien et du coup on nous attend pas tant que ça. Et en plus il y a les Warriors en face, donc on n'est pas, même si on était passé face aux Bucks, etc. On se tape quand même une équipe qui est complètement folle en face. J'étais pas sûr qu'on gagne. Et je trouve que cette année, notre saison régulière et le fait, comme tu dis, et que tu utilises ce terme de fait de rouler sur la saison régulière, fait qu'on est vraiment attendu au tournant. Et ça, c'est très difficile à porter. Donc, avoir, c'est le pire des statuts, en tout cas possible, quand tu arrives, à l'arrivée des playoffs. Maintenant, la dynamique, elle a été bonne et ça vaut tout autant. On est en santé. Et aujourd'hui, on a un échantillon beaucoup plus grand dans le bien que dans le mauvais. Donc aujourd'hui, moi, je peux pas être autre que confiant pour ce qui arrive. Je pense qu'on a toutes nos chances. Je pense qu'on a l'étiquette de favori et à juste titre avec peut-être Denver et il faudra l'assumer. Est-ce qu'on en est capable? Oui, oui, on a les outils. Ça veut pas dire qu'on gagnera, bien sûr, mais je suis assez confiant en tout cas, moi. Ok. Vincent? Moi, pour répondre à ta question, je pense que j'ai pas la sérénité que notre bilan devrait me permettre d'avoir. Juste parce qu'en fait, beaucoup de questions qu'on se posait, mais on se les pose vu que nous on joue le titre depuis un petit paquet d'années maintenant. Malheureusement, toutes les questions qu'on se pose, souvent c'est pas la régulière qui peut nous apporter les réponses. Niveau de coaching, adaptabilité, tout ça, c'est des éléments surtout de play-off. Donc on peut avoir fait la régulière qu'on voulait, tant qu'on n'a pas répondu à toutes ces interrogations, c'est compliqué d'être parfaitement serein. Et puis il y a le côté toujours, tant que t'as pas été champion, tu l'as pas été, tout simplement. Faut voir comment sont perçus les Nuggets depuis qu'ils sont champions,
par rapport à comment il était avant. Jokic, cette année, il est pas plus fort que les années d'avant, mais il est déjà champion. Donc forcément qu'ils sont sur une strate tout autre. Par exemple, eux, on reprochait toujours d'avoir une défense un peu pas terrible. L'année dernière, ils ont prouvé qu'ils avaient step up en playoff sur leur capacité à être une grosse défense de playoff. Et ben voilà, ils ont répondu à ces fameuses interrogations. C'est dommage, mais nous, tant qu'on n'y a pas été, on n'aura pas répondu à toutes nos questions. Donc, je pense qu'on peut faire la régulière qu'on veut. Ben oui, on devrait être hyper serein. Et malgré tout, on l'est pas complètement, mais c'est normal. C'est un peu le lot des équipes qui ont jamais été championnes non plus. Donc, tant qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait. Ouais, écoute, on va se quitter là-dessus, je pense. Effectivement, on rentre dans un autre sport, comme disait Robin, en tout cas dans une autre partie de la saison. Ça démarre, je crois, dimanche soir pour nous. Hein. A priori, alors les horaires n'ont pas encore été fixés, mais je regardais tout à l'heure sur l'appli NBA, on est noté en premier match du dimanche, donc il y a de très bonnes chances que ce soit sur un 21h30. Souvent, le match du dimanche, il y en a un comme ça. Donc, on risque d'avoir un premier match de playoff à horaire friendly. Les gars, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et donc, je vous répète, comme je disais en début d'épisode, il va arriver très très vite la preview donc de la première série de playoffs dès que l'adversaire sera connu. Donc Elias, Hugo et Titouan seront dans les starting blocks pour enregistrer ça très très rapidement, histoire d'essayer de le sortir avant le premier match. Nous, on sera pas là pour celle-là, mais on vous retrouvera certainement plus tard, du moins on l'espère. Quoi qu'il arrive, on fera une review donc de la première série de playoffs et on espère bien sûr qu'elle sera suivie d'une preview de la série suivante, et ça si possible jusqu'au bout. En attendant, profitez bien du play-in pour ceux que ça intéresse, du début des playoffs. On vous dit à bientôt et puis go Celtics. À bientôt. Salut. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points, and Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.